Merci d'être nombreux aujourd'hui pour le vernissage virtuel de cette exposition, donc Archives de quarantaine. Donc, on arrive à l'aboutissement d'un projet qui a presque 2 ans maintenant, puisque la plateforme a été lancée en avril. C'était il y a bientôt 2 ans que les premiers contacts ont été pris entre l'AFB et le VVBAD, moi-même. Nos, associ- nos associations, oh, je ne peux pas dire ce mot, professionnels. Et c'était avec une vitesse incroyable qu'on a construit cette plateforme de archives de quarantaine archives. C'était important avec cette période très spéciale de faire quelque chose. Autrement, toutes les choses ou beaucoup de ces choses sera perdu après quelques temps et parfois après quelques jours, autrement après quelques années et des choses comme ça. C'est pour ça que c'était très important que cette action, cette plateforme d'archives quarantaine était construite et tous les collègues dans diverses institutions d'archives installées ont fait leur effort de collecter et de conserver des choses de cette période extraordinaire qui est peut-être finie, je ne sais pas sûr, presque. Et donc, c'était aussi agir pour se dire que le citoyen, dans la société, il y avait énormément de choses qui voyaient le jour, parce qu'on sait que dans tout ce qui était archives publiques, on avait, en tout cas, on espère avoir une garantie que ça sera conservé, mais si on n'est pas attentif, effectivement, maintenant à ce qui était produit, notamment, comme disait Willem, sur les sites Internet, ça disparaît assez vite, tout ce qui est numérique. Et donc, il fallait agir aussi pour pouvoir garantir une pluralité de sources pour ce qu'en dans 10, 15, 20 ans, lorsqu'on va écrire, on va retourner, en faire la lumière sur la crise sanitaire, de pouvoir vraiment avoir une boule à facettes pour pouvoir raconter l'histoire de cette pandémie. Vous voyez donc en exclusivité mondiale l'exposition virtuelle Archives de quarantaine. J'avais pris en note une phrase, la semaine dernière, il y a eu un article dans un magazine qui s'appelle En marche sur Archives de quarantaine, où il disait ces extraordinaires archives de quarantaine comme autant de regards pluriels sur ce moment historique. Voilà, et donc il nous a semblé que l'idée de reproduire des fenêtres comme les fenêtres qui est en haut du bandeau pourrait être ce regard pluriel. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec toutes ces petites fenêtres qu'on va pouvoir ouvrir une par une. Donc à chaque fois qu'on va cliquer sur une fenêtre, se développe un espace dans lequel on va trouver. D'abord, vous remarquerez que sur chacune des fenêtres, il y a des petits pictogrammes qui indiquent de quel style de document il va s'agir. Donc, en premier, on a la flèche de l'hôtel de ville de Bruxelles éteinte. Donc, à chaque fois, on va avoir pour chaque document archivé un titre et ensuite toute une liste d'éléments. Alors, le type de document archivé, donc la ressource iconographique, c'est un dessin avec un texte. Et vous voyez que c'est ce qui est souligné, hein, ça veut dire que c'est des tags, ça veut dire que c'est cliquable. Donc si en regardant ce document, je me dis ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est texte, je vais pouvoir cliquer sur texte. Et là seront rassemblés les différents textes qui sont présents dans l'exposition virtuelle. On va aussi trouver la date de création du document, le droit d'auteur, le service d'archive qui l'a archivé. Et là, de la même manière, chaque service est cliquable et on va les retrouver bien sûr dans le menu. Donc, par exemple, si là, je clique sur archives de la ville de Bruxelles, j'ai les différents éléments que nous ont proposés les archives de Bruxelles. Pour chacun, il y a aussi des sujets et qui sont toujours des tags cliquables. Si je m'intéresse à la littérature, voilà, je peux cliquer pour avoir tout ce qui concerne la littérature. Et puis, pour chaque document, il y a également un permalien qui va permettre aux gens en fait de pouvoir partager les objets individuellement, les documents individuellement. En fait, l'idée c'est que dans chaque case, il y a toujours le propos de l'archiviste du centre qui a archivé ce document.
voilà, qui fait un commentaire, soit sur le document, soit pourquoi c'est intéressant de l'avoir archivé pour le futur, soit qu'est-ce que ça dit aussi du métier d'archiviste. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur d'une fenêtre. Donc la flèche de l'hôtel de ville éteinte. Ici, par exemple, un petit personnage dessiné par une professeure de l'université de Louvain. On a toute une série de photos, mais on a aussi des témoignages sonores recueillis par les centres d'archives. On a aussi des vidéos, on a aussi du texte. Et donc, en haut dans le menu, vous avez possibilité de faire une recherche par thématique. Donc, par exemple, tout ce qui est un peu humoristique, puisque c'est aussi une période où il y a beaucoup d'inventivité et d'humour. Donc, vous pouvez faire une recherche, par exemple, tout ce qui concerne l'humour, tout ce qui concerne la politique, tout ce qui concerne le confinement. Enfin, ça, vous pourrez vous découvrir. Vous pouvez aussi faire une recherche par centre d'archives. Donc, c'est l'occasion de remercier tous les centres d'archives qui ont participé à cette exposition. Vous pouvez faire une recherche par type de document. Voilà, web, objets. Finalement, il y a assez peu d'objets. C'est un peu tout récemment qu'on s'est dit qu'il nous manquait cette case parce qu'il y a finalement énormément de choses numériques qui ont été archivées. Et vous pouvez faire, ça c'est vraiment super, une recherche via la carte. Voilà, donc là vous retrouvez sur la carte tout le contenu de cette exposition. Placé au bon endroit, alors soit à l'endroit exact d'où proviennent les documents, soit à l'endroit du centre d'archives qui les a archivés. La question s'est posée un peu à qui ça se destine. Et donc, en fait, on a un peu joué sur deux tableaux en se disant que c'était à la fois pour les archivistes, les centres d'archives, mettre en valeur leur travail, mettre en valeur le métier, mettre en valeur le document archivé, et puis aussi pour le grand public, on est resté dans tout ce qui est explication est toujours assez pédagogique, avec l'idée de faire de la pédagogie sur le métier, mais aussi sur qu'est-ce que c'est une archive en fait pour que les gens puissent voir. Ah ben une archive, ça peut aussi être une vidéo YouTube. Ah mais une archive, ça peut aussi être une sculpture en chewing-gum quand même. Ça c'est assez super aux archives de la ville de Bruxelles. Et puis l'idée c'était aussi de faire quelque chose de... On se retrouve avec une plateforme qui est quand même très moderne, très jolie. Merci Lionel. Et je pense que ça donne vraiment aussi l'idée d'un coup de jeune, en fait, pour toujours avec l'idée de dépoussiérer l'image de ce métier. Je vous montre juste l'erreur 404 pour montrer le détail de développement web. Lionel, si tu veux bien. Oui, bien sûr, oui. Si, l'erreur 404, vous savez, c'est si on tape une adresse dans la barre d'URL qui n'existe pas. Donc, je rajoute n'importe quelle lettre là au bout de l'adresse. Voilà. Et donc là, on a le message d'erreur classique, page introuvable, erreur 404. Les archivistes archivent énormément de documents, y compris numériques, mais apparemment pas cette page web qui reste irrémédiablement introuvable. Voilà. Donc, c'est le développement web dans ses détails. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Lionel pour montrer, là, vous avez vu tout ce que le public peut voir et vous pourrez naviguer. Et Lionel, il va vous montrer comment c'est derrière, voilà, l'envers du décor de comment ça marche techniquement. À toi, Lionel. Merci beaucoup. Merci. Il y a aussi une erreur 403 qui est plus difficile à récupérer parce que c'est une erreur un autre type d'erreur. Si vous arrivez à la faire, vous aurez un autre message aussi qui va arriver. Alors, en fait, ce site web, donc ce n'est pas moi tel qui ai tout fait de A à Z. J'ai utilisé un portail qui s'appelle Omeka. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ça pourrait peut-être vous intéresser en tant qu'archiviste ou gestionnaire de l'information. C'est un portail qui a été créé par les mêmes personnes qui ont fait Zotero, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un portail de gestionnaire de contenu bibliothèque qui est quand même très, très bien fait et qui est très, très pratique pour plein de choses. Et le côté pratique, il se trouve aussi dans le fait que c'est de l'open source, c'est un logiciel libre. Et donc, vous pouvez télécharger le Omeka sur leur site web, vous pouvez le mettre sur un site web, c'est très facile à installer. Et donc, la base générale du portail que je vais vous montrer maintenant, c'est Omeka.
Alors, si vous installez Omeka chez vous, vous n'aurez pas ce on vient de voir, ce que Clara vient de vous montrer. C'est un peu moins séduisant à la base. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un tout petit peu de chipotage, on peut arriver à un résultat très bon. Avec ça, notamment en chipotant dans le code PHP, HTML, les choses classiques en développement web, quoi. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je pense que oui. Donc voilà, ça c'est Omeka, c'est l'intérieur d'Omeka. Donc là, vous êtes dans le panneau d'administration. Alors, pour ceux qui utilisent des gestionnaires de contenu genre WordPress ou des gestionnaires d'inventaire comme Collective Access, par exemple, c'est le même principe. Donc, vous vous connectez en tant qu'administrateur et là, vous avez accès à l'ensemble du système. Donc, vous avez ici, je vous montre, ce sont toutes les pages qui ont été créées dans le cadre de ce projet. Et alors, vous avez la possibilité également de voir le contenu. Et donc, le contenu que vous avez vu du côté public, il est facilement récupérable du côté privé, du côté administrateur, grâce à vraiment un gestionnaire de contenu très, très facile à utiliser. Et donc, je vais prendre un exemple. Si, par exemple, vous voulez revoir un des contenus que Clara a encodé, vous cliquez dessus et vous pouvez tout modifier. Voilà. Et donc, ça prend un quart d'heure, grosso modo. Donc, ça, c'est vraiment assez facile à mettre en place. Donc, ça pourrait peut-être vous être utile à vos autres archivistes si vous voulez valoriser vos collections et que vous n'avez pas de gestionnaire de contenu muséal. Omeka, c'est un bon système, quoi. Et alors, il y a une deuxième chose qui est vraiment super avec Omeka, c'est que ça utilise du vocabulaire sémantique. Donc, ça utilise notamment le Dublin Core étendu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Dublin Core, c'est un vocabulaire qui permet l'interopérabilité des données entre différents systèmes. Et donc, vous pouvez, par rapport à une fiche d'encodage, encoder grosso modo ce que vous voulez comme champ et y mettre ce que vous voulez comme valeur en Dublin Core. Donc ici, dans le cadre de cette exposition, on a vraiment été très simple. On a juste mis des champs titre, description, date, type, sujet, détenteur des droits, provenance, et c'est tout. Mais si vous voulez vous amuser, vous avez la possibilité de rajouter plein de champs. On pourrait le faire dans un second temps. On pourrait rajouter genre une dizaine de champs, encoder les fiches de manière beaucoup plus précise, et vous auriez du côté public une fiche complète avec plein de choses. Notamment, vous pourriez mettre la couverture géographique, ça on l'a déjà un peu, plein de dates différentes, l'importance matérielle, le format, etc. Donc, tout ce que vous pouvez faire en archivistique, on peut le faire avec Omeka, quoi. Voilà. Ce qui est bien aussi avec ce système, on ne l'a pas fait ici pour cette exposition, mais ça pourrait être intéressant pour plus tard, pour la suite. Et là, je pense que Florent Delabie, à la fin de ce vernissage, pourrait sans doute en parler, c'est qu'on pourrait aller plus loin que ça et donc créer en fait réellement un site web interopérable. Donc, les données qu'on encode dans ce système pourraient être récupérées par un autre système et inversement, on pourrait récupérer avec Omeka des données qui viennent de l'extérieur. Et tout ça, ce serait possible très facilement grâce à Dublin Core, qui est vraiment un standard super général pour tout ce qui est données et web sémantique. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si je vais trop vite ou si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas non plus. Donc voilà. Grosso modo, ça c'est le site tel qu'il est quand on installe Omeka. Alors, pour que ce soit parfait, entre guillemets, ou pour que ce soit un peu plus beau que l'Omeka classique, on a quand même beaucoup chipoté, comme Clara vous l'a expliqué. Donc j'ai dû installer pas mal de modules différents, notamment des modules qui permettaient de faire des blocs beaucoup plus esthétiques, de faire de la cartographie aussi. Et donc, il y a plein de modules qui ont été installés. Et alors, pour arriver à ce résultat, il faut aussi aller chipoter dans le code source du programme et recréer des pages qui n'existaient pas à la base. Donc ça, c'est quand même pas mal de chipotage, mais ce n'est pas trop compliqué. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à partager le projet qu'on a développé à la Louvière. Alors, tout d'abord, je réponds à ta question. Pourquoi le choix de ces photographies? C'était très compliqué finalement, parce qu'on a discuté à plusieurs ici et c'est difficile de choisir un cliché parmi d'autres. Finalement, on a sélectionné des 4 thématiques qui répondaient peut-être à des
à des regards qui sortent un peu de l'ordinaire. Par exemple, l'autocollant avec l'opposition aux mesures qui étaient prônées. Et ça, c'est bêtement en se promenant un dimanche. Hein. Et en ayant tout le temps l'appareil photo sur soi, ça a permis vraiment d'être attentif et encore plus attentif parce qu'on se dit, j'ai le matériel et on a vraiment eu ce déclic qui venait très rapidement. La photo que vous avez vue avec le prêtre dans l'église Saint-Pierre, de Saint-Pierre, c'est le pur hasard. On se promenait pour prendre d'autres clichés et puis on entend des tambours, on dit mais il n'y a pas de carnaval, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans l'église et là on découvre cette messe qui était organisée en soutien à toutes les personnes qui justement étaient impliquées dans le carnaval. Donc il y a eu beaucoup de choix délibérés en disant on doit être présent à tel endroit parce qu'il se passe quelque chose, on l'a appris, on nous l'a dit, et puis il y a le hasard aussi, et je pense que ça a son rôle aussi. Ce sur quoi je voudrais aussi insister, donc les clichés, vous verrez aussi, hein, c'est les personnes âgées, oui, on avait des clichés dans les maisons de repos, mais les personnes isolées, c'était beaucoup plus difficile de pouvoir aborder cette thématique. Les drapeaux italiens aussi, là je trouvais assez sympa de vous montrer cette photo, cette double photo. Celle du bas, c'est la première qu'on a prise. Là, c'est le soutien à la communauté italienne qui est importante à la Louvière. C'est le soutien aux parents, aux amis. Durant la première vague, l'Italie est fortement touchée. Il y a ce drapeau énorme. Et là, c'est aussi le hasard. Hein. On se promène et puis on découvre ce drapeau, on s'arrête, on prend une photo. Du côté gauche, voilà, c'est le déconfinement, mais c'est aussi, on reste dans la communauté italienne louviéroise, on fête la victoire lors de l'Euro, et c'est aussi de montrer à un moment, allez, les mesures, basta, et on y va et on s'amuse. Les masques, ils étaient sur les mentons à ce moment-là, hein, donc c'était le parallèle qui nous semblait assez étonnant à montrer. Un point dont je voudrais peut-être encore parler, c'est pour revenir à ta question, Sarah, le projet Archives de quarantaine, ça a vraiment permis de booster la dynamique au moment où on commençait à se dire, bon, voilà comment on va s'organiser. On a pu vraiment s'appuyer, sur le site qui existait, sur des expériences d'autres collègues, et ça a permis de mettre en lumière auprès des citoyens, auprès des autorités aussi, toute cette démarche de dire, regardez, on doit s'inscrire là-dedans. Donc là, c'était vraiment essentiel pour nous à ce moment-là, et c'est devenu tout aussi essentiel lorsque des outils sont apparus. C'est comme ça qu'on s'est dit, grâce à Virginien des archives montoises, comment on va s'arranger pour préserver ce qu'on trouve sur les pages Facebook. Et depuis, on se dit, fantastique. Donc l'aide qui a été fournie sur ce site, elle était vraiment essentielle. Je pense qu'on a tout gagné avec cette mutualisation des démarches, des approches, des regards. C'était essentiel. J'ai peut-être une autre question, Thierry, à te poser, notamment avec la relation avec les citoyens et le public. Est-ce que tu as eu l'impression qu'avec le projet et dans les démarches que vous avez faites, s'il y avait eu un regard peut-être différent sur les archives? Avoir une meilleure compréhension dans tous les cas. Déjà, je dirais d'abord le projet et le site qui était proposé, ça a permis de donner une image de professionnalisation terrible. Parce qu'il y avait quelque chose qui était montré, qui dit, voilà ce qu'on peut faire, et c'est encore le cas maintenant. Récemment, j'ai montré la page du site, et une des remarques que j'avais eues, mince, je ne savais pas que des archivistes savaient faire ça. Donc c'était assez étonnant, mais ça démontre que c'est essentiel de pouvoir montrer que il y a du professionnalisme, il y a de l'imagination, il y a de la précision, et qu'il y a moyen de retrouver et d'avoir des informations sur l'erreur 404 aussi. Donc c'est vraiment essentiel. Mais ça, c'était vraiment important. Le regard du citoyen, oui. En ce qui nous concerne, on a ce lien avec le citoyen qui est important à la Louvière. Et là où c'était vraiment important également, c'est d'expliquer
aux citoyens, vous avez un rôle à jouer pour nous aider dans notre travail d'archiviste. Et le travail d'archiviste, c'est quoi? C'est non seulement les éléments du passé, non seulement la gestion de votre administration pour vous, mais c'est aussi de vous permettre de garder en mémoire ce que vous vivez. Et on l'explique encore maintenant, quand on dit, tiens, vous faites quoi? Ben voilà, on préserve la mémoire de la crise sanitaire. Il suffit de poser la question, vous vous souvenez au début? Ah mince, c'est vrai, les rues vides. Ah ouais, c'est vrai. Ben, on a oublié, on oublie vite hein, tout ça. Et donc, c'était de leur expliquer, si vous n'avez pas cette démarche de préservation de la mémoire, vous n'allez pas refaire des rues vides après et on ne va pas de nouveau faire des files devant le bricot parce qu'on ne peut pas rentrer à plus de X personnes. Donc, je pense que peu à peu, ce sont des briques hein, qui sont en train de se poser pour avoir une meilleure perception du métier d'archiviste, mais c'est un travail à long terme et très, très difficile. Merci Thierry pour ces retours. Et j'en profite donc pour redonner la parole à Lionel, notre archiviste couteau suisse, hein, puisqu'effectivement, c'est grâce à lui qu'on a ce beau portail et ces belles expositions. Je vais poser un peu les mêmes questions que Thierry. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre d'archives privé. Et donc, ils ont aussi les mêmes missions finalement qu'un centre d'archives communal, mais l'objet social est plutôt les archives privées. Donc, c'est tout ce qui n'est pas public. Donc, c'est très diversifié. Et actuellement, le paysage en communauté Wallonie-Bruxelles, il y a 12 centres d'archives privés qui sont reconnus et subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils ont des thématiques parfois diverses et variées. Et donc, ils sont concentrés leur collecte ici d'archives en fonction de la thématique du centre d'archives. Mais je vais laisser Lionel peut-être commencer avec la même question que j'ai posée à Thierry. C'est finalement, je pense que dans l'exposition, c'était également des photos, il y avait aussi de l'audio. C'est peut-être pourquoi ces éléments en particulier et aussi par rapport au lancement Projet Archives de Quarantaine. Évidemment, Lionel fait partie du noyau réflexif dès le début, mais est-ce qu'il a fallu convaincre aussi les collègues pour se lancer dans le projet? Et quels sont les enseignements peut-être que tu retires de ce projet en termes d'archivistique, par exemple? D'accord. Il va peut-être falloir que tu me reposes des questions, Oui, parce que je pas suis de très souci. mauvais mémoire. Donc d'abord, déjà, oui, l'IHES, c'est un centre d'archives privé qui est plutôt spécialisé dans l'histoire ouvrière, économique et sociale, d'où son nom. Donc, de manière générale, on préserve surtout tout ce qui touche à la mémoire industrielle et ouvrière et des mouvements de gauche dans le Grand Liège, on va dire, et ailleurs. Et alors, une des spécificités de l'IHES, c'est de faire de la mémoire orale et donc de faire beaucoup de collectes de témoignages. Et donc, on peut prendre un exemple sur le site web, mais grosso modo, durant la quarantaine, la première chose qu'on a fait, c'est vraiment axé sur la collecte de témoignages oraux. Et donc, actuellement, on doit avoir une bonne quarantaine, c'est le cas de le dire, de témoignages, une dizaine de permanents de la FGTB de Liège et d'ailleurs, et du pays, et une trentaine du monde associatif et culturel liégeois et belge. Donc, ce qu'on a fait pour la collecte, ce qu'on a fait, c'est vraiment aller collecter la parole des gens, des militants, des personnes engagées sur le terrain même. Donc, on a interviewé notamment, et c'est sur la plateforme, une personne qui a participé à un projet de masque solidaire, très beau projet. Là, celle que vous voyez, c'est... Oui, voilà. Ça, c'est pour les masques solidaires. Et alors, la deuxième, c'est Daniel Richard, qui est un permanent de la FGTB de Verviers, enfin, c'est le président. C'est pas le président, le secrétaire général, voilà. Et lui, il a une vision de syndicaliste très analytique sur la période. Et donc, c'est très intéressant d'écouter ce monsieur parler le 30 avril 2020, au début de la pandémie. Il analyse la situation de manière très fine, mais il est certain que si on l'interviewe aujourd'hui, il aurait une autre approche, quoi. Donc voilà, ça c'est pour les deux témoignages, mais il faut savoir que l'IHES en conserve beaucoup plus. Et d'ailleurs, sur la fiche, vous pouvez retomber sur notre collectif Access qui inventorie l'ensemble des témoignages qui ont été faits. Pas encore tous, mais presque. Alors, à côté des témoignages, on a aussi mis 3 photographies. Alors, les photographies, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire en archiviste parce qu'on a un réseau militant, on a un réseau de collègues, on a un réseau qui forcément fait des photos. C'est ce qui est le plus percutant, je pense, durant cette crise.
Et donc, on a récupéré pas mal de photographies, que ce soit en interne, donc des collègues qui photographiaient les rues durant le confinement, ou alors via notre réseau de militants. Et donc, la photographie, par exemple, que vous voyez là, c'est une photographie de Liège. Donc, c'est la place de l'Opéra qui est souvent noire de monde d'habitude et qui est là vide, 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 vide. C'est une photographie qui a été faite par Yannick Bovy. Il y en a toute une série sur le site web de l'IHES. Et donc, ce Yannick Bovy, c'est un réalisateur de la FGTB qui a une émission à l'RTBF qui s'appelle Regard, d'ailleurs. Et donc, il nous a fourni l'ensemble de ses collections photographiques en rapport avec le confinement. Et donc, voilà, on les a. Les autres photos, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a une photo de manifestation, je pense. Ouais, voilà, elle est là. C'est ma collègue Dawinka qui a participé à une manifestation anti-mesures sanitaires. Et donc, elle en a profité pour prendre des photos. Et donc, on a un ensemble de 11 photos de cette manifestation bon vivant au parc de la Bovry. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, oui, voilà, celle-là, c'est... Bon, alors, si vous écoutez, je fais un commentaire dans la fiche et je dis que c'est une... dans la fiche, je dis que c'est une affiche publicitaire. En fait, ce n'est pas une affiche publicitaire, c'est une publicité qui se trouvait dans la Libre Belgique ou dans le Soir. Et donc, ça, on en a conservé pas mal. Ce sont des publicités qui ont embrayé le pas de la pandémie. Donc, elles ont changé leur regard sur le monde, sur la façon de communiquer leurs produits, en prenant en compte la pandémie du coronavirus. Et donc, vous en trouvez sur les autoroutes, vous en trouvez dans les journaux, vous en trouvez sur des affiches publicitaires dans les rues. Et donc, l'IHES, on a conservé pas mal, quoi. Voilà. Et il y avait encore une dernière photo, je pense. Il faut la retrouver, évidemment, je ne sais plus c'est laquelle. C'est les nounours. Ouais. Ah voilà, le nounours, oui. Donc, la mère de mon collègue Ludo est flamande. Elle vit à la frontière belgo-hollandaise. Et donc, elle a passé son temps à photographier pas mal de nounours. Et on en a une vingtaine, je pense. On en a 21 photos. Donc, à chaque fois qu'elle voyait un nounours aux fenêtres, elle le photographiait. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en Flandre et à Bruxelles, surtout en Flandre, c'était vraiment une épidémie de nounours, quoi. Donc, les enfants mettaient leurs nounours aux fenêtres. Et l'idée générale, c'était quand les enfants marchaient dans la rue, ils pouvaient compter les nounours, les voir et interagir un peu avec eux. C'était une manière de faire sortir les enfants de chez eux, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est les 6 documents qu'on a choisis. Alors, évidemment, on en a beaucoup plus et on est en train de les inventorier. Donc, vous pourrez les retrouver sur notre inventaire en ligne qui se trouve aussi en lien. Je vais reprendre la parole pour accueillir les citoyens qui nous ont rejoints. Parce que donc pour l'instant, on a eu le point de vue des archivistes sur cette exposition virtuelle, mais on a Michael Nasser qui est arrivé. Bonjour. Et je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait des photos. Donc, bonjour. On a un autre citoyen qui est là. S'il veut participer aussi, n'hésitez pas. Voilà, bonjour, Monsieur Danemark. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Voilà, alors je vais montrer, Mickaël, d'abord, voilà, c'est vous qui avez fait ce dessin et donc ce texte qui ont été archivés par les archives de la ville de Bruxelles. Mais alors, quand est-ce que vous avez fait ce dessin et ce texte et est-ce que vous pensiez qu'il se retrouverait archivé et qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous recevoir, c'est vraiment chouette. C'est voilà, petite introduction. C'est vraiment une superbe initiative, je trouve, d'archiver un peu ce que tous les citoyens ou quelques citoyens ont pu faire et de présenter le métier d'archiviste qui est, pour ma part en tout cas, a l'air très, très peu connu aux yeux de tout le monde. Et donc, c'est chouette de voir le travail qu'ils font. Personnellement, étant architecte, voilà, j'utilise beaucoup les archives de l'urbanisme. Donc, je sais à quel point ça peut être un travail fastidieux et assez méticuleux d'aller rechercher des plans aux archives qui datent d'il y a 100 ou 200 ans. Donc, voilà, c'était pour la petite introduction. Et du coup, ce dessin, oui, c'était, je crois, le 7 mai, donc premier déconfinement, ou début du déconfinement. Et c'était vraiment pour exprimer, en fait, un manque. J'avais à ce moment-là vraiment envie et presque même besoin de voir la flèche de l'hôtel de ville allumée. En fait, ça représente exactement ce dessin, la vue que j'ai depuis chez moi. Et je me suis rendu compte, en fait, quelques jours, voire semaines après, qu'il était constamment éteint.
c'était tellement rentré dans mon quotidien que de le voir éteint que c'est quelques jours après que je l'ai remarqué. Et à ce moment-là, j'avais tellement envie de le voir que je l'ai dessiné. Et c'est là où voilà, j'ai écrit ce texte en même temps. Mais c'était simplement pour moi à la base, c'était pas du tout pour être archivé ou être partagé. Et c'est un croquis que j'ai partagé avec ma famille qui n'habite pas du tout en Belgique. Et en fait, ma tante qui écrit pas mal d'articles pour elle en Suisse m'a dit, mais c'est super, en fait, nous, pour elle, on cherche pas mal de témoignages sur le confinement, sur la quarantaine. Est-ce que je peux le proposer? Je dis, ben, oui, avec plaisir. Et donc, en fait, finalement, manque d'informations, ils ont pas fait ce, cette récolte d'archives, apparemment. Si en Belgique, il n'y avait pas justement un magazine qui faisait ça. Et en cherchant 5 minutes sur Internet, je suis tombé, enfin, j'ai vu Ville de Charleroi, on cherche donc même pas à Bruxelles, en fait. Ville de Charleroi, section archives quarantaine. Et du coup, j'ai envoyé en disant, écoutez, voilà, si j'ai cherché, et si jamais le témoignage peut être intéressant, ben, voilà, je partage. Et des semaines après, je reçois un appel de Bruz, Radio Bruz, je ne sais pas comment, qui me disent, oui, bonjour, on a vu votre dessin, est-ce qu'on pourrait le publier? Je dis, oui, pas de problème, avec plaisir, juste dites-moi, parce que j'aimerais bien le voir, en fait. Et j'ai plus jamais eu de retour de leur part, jusqu'à ce que Clara, du coup, bah, me passe un coup de fil pour me dire que bah, donc, le dessin était arrivé ici, aux archives de la ville de Bruxelles, et donc voilà. Voilà, et donc votre dessin se retrouve dans l'exposition virtuelle Ouais. avec un commentaire de l'archiviste en chef de la ville de Bruxelles Ah, qui dit notamment, parce qu'en fait l'idée de cette exposition, c'est à chaque fois que les documents sont commentés par les archivistes qui les ont archivés pour qu'on comprenne en quoi chaque document est intéressant pour les d'accord. archives et pour les chercheurs du futur. Et là, vous pourrez voir que le commentaire de l'archiviste en chef de la ville de Bruxelles, qui était là tout à l'heure, je crois, il dit notamment, c'est un témoignage qui, pour le chercheur et l'avenir, sera important car c'est vraiment le ressenti d'un habitant de la ville sur un petit détail de la vie quotidienne. Voilà, c'est pour nous montrer que les Ouais, archives, c'est aussi important d'archiver ces petits détails-là qui ne sont pas dans les documents administratifs. Voilà, sous le propos ouais, d'archives de quarantaine. c'est très Voilà, et ouais, j'apprécie. C'est exactement le ressenti côté citoyen. J'ai exactement le même ressenti que l'archiviste qui met son commentaire. Et enfin, c'est un peu ce que le texte raconte aussi, c'est que au final, oui, ça nous a à tous manqué la famille, le manque de culture, de sport, la fermeture des établissements, enfin, tout type confondu, le fait qu'on n'ait plus de vie sociale, le voir la ville qui se meurt. Mais finalement, ça, c'est général. Et c'est ces petits détails-là qui sont vraiment des manques propres à chacun, que du coup, je sentais le besoin un peu d'exprimer. Et ça pourrait vraiment être intéressant, en fait, de voir, allez, chaque personne, qu'est-ce qu'il a réellement manqué qui n'est pas quelque chose de commun, qui n'appartient qu'à lui. Et moi, c'était personnellement ici, en tant qu'habitant du centre-ville de Bruxelles, qui en fait, c'est là où on se rend compte que c'est un coin qui est inhabité ou qui est très peu habité. Et le jour où on ferme tout, qu'il n'y a plus de touristes, qu'il n'y a plus de bureaux, il n'y a plus une lumière dans la ville, même le symbole, enfin, le drapeau de la ville est éteint, quoi. Et ça, c'était assez. Enfin, moi, je trouvais ça vachement flippant. Se balader dans des rues vides, ok, c'est une chose, mais de voir cette lumière éteinte, en fait, l'institution, c'est un phare, quoi. Et donc, voilà. Eh ben, merci beaucoup de votre participation et on va voir aussi la photo donc de Cédric Danemark qui est là. Vous voyez la photo? Oui. Oui, tout à fait. Oui, donc ça c'est une photo archivée. Bonjour, je ne sais plus si on voulait dire Bonjour. bonjour déjà. Ouais. Si, si. Archivée par les archives de la ville de Mons. Voilà, de la même manière, comment est-ce que cette photo s'est retrouvée là pour vous et qu'est-ce que vous faites de l'avoir archivée?
Alors, le fait qu'elle soit archivée et qu'elle soit disponible comme ça pour beaucoup de monde, bah, c'est quelque part une petite fierté, il ne faut quand même pas s'en cacher. La raison pour laquelle elle est archivée, c'est simplement parce que bah, mon épouse travaille aux archives de la ville de Mons. Lorsque le confinement est arrivé, juste par hasard, je venais de m'offrir un nouvel appareil photo et c'est un nouveau jouet que je voulais utiliser. Et autour de moi, il y avait des choses qui n'étaient pas du tout habituelles. Et ces choses, j'ai eu le réflexe, l'envie, carrément le besoin en fait, de les documenter. Ça doit être ma formation de journaliste qui a fait que j'ai vraiment voulu capturer l'ambiance générale d'une ville qui est une ville de la fête, qui est une ville estudiantine, qui est une ville où il y a énormément de monde et qui était juste incroyablement vide. Cette photo qui date de la toute fin du premier confinement, c'est le samedi avant le premier déconfinement, et le parking du centre commercial le plus grand de Wallonie. Voilà. C'était une sensation c'était aussi peut-être une manière de combler le vide qu'il y avait autour de nous, de le capturer et de le repartager par après en fait. Et j'imagine que si votre femme travaille aux archives de la ville, vous êtes sensibilisé vous étiez déjà sensibilisé à la question des archives. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, elle y travaille depuis plus de 10 ans maintenant. Je connais très bien son travail, je connais très bien le travail des archives en général. Oui, la question ne s'est même pas posée. Dès qu'on s'est rendu compte, elle et moi, qu'on commençait à avoir encore plus, parce qu'elle faisait des photos aussi, qu'on commençait à avoir encore plus de documentation, on ne s'est pas posé la question de 2 secondes de savoir si on allait les céder à la ville de Mons ou pas, en fait. Je trouve que ça montre bien aussi, en fait, comme tout ça, en fait, en préparant cette exposition virtuelle avec Lionel, je me suis dit que tout ça dépendait tellement des volontés individuelles aussi. Enfin, on voit, alors vous, vos photos, le dessin de la flèche de l'hôtel de ville, Thierry qui est allé photographier, par exemple, les autocollants des oppositions dans la rue. Et on dit que si Thierry n'avait pas eu l'idée d'aller faire cette photo, ces autocollants auraient pas été ou auraient été moins archivés. Et c'est quand même, en fait, moi je trouve inquiétant, en fait, de se dire que les archives ne dépendent finalement que des volontés individuelles des citoyens qui s'intéressent à la question ou qui la connaissent, ou des archivistes. Est-ce que Oui, c'est bah, pas de toute inquiétant? manière, quand on aime l'histoire, on se rend bien compte que ce qui parvient à ce qui reste du passé, ce n'est juste que par chance qui arrive. La mémoire est fragile et la mémoire de la démarche est aussi fragile. Et ça dépend de très peu de choses finalement, de personnes, d'une motivation. C'est la beauté du geste, mais c'est aussi le danger de perdre beaucoup de choses. De là, la nécessité d'avoir cette plateforme qui va sensibiliser le plus grand monde et qui va continuer cette sensibilisation. Clairement, c'est vrai que c'est un peu effrayant pour le même prix. On perd beaucoup de choses, c'est oublié, de retrouver le parking de Mons vide. Je pense qu'il faudra beaucoup de temps avant de voir ça, ça me semble clair. Et donc, oui, c'est fragile, vraiment. En guise de conclusion, peut-être rapidement, j'avais envie de ressortir pour moi 4 éléments, 4 mots-clés un peu de ce projet ici. Le premier, c'était le mot collaboration, évidemment, et partage, voire échange. Et je profite de cette occasion ici pour vraiment remercier et mettre en avant toutes les personnes qui ont été actives dans ce projet. Évidemment, d'une part, dans cette exposition virtuelle qui a demandé énormément de temps de travail à Lionel et Clara notamment. Donc, je les en remercie, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, la face émergée de l'iceberg, comme on a pu la voir aujourd'hui. Donc, il y a énormément de personnes, énormément de membres de l'association qui ont participé à ce projet, que ce soit les gens des centres d'archives, que ce soit des stagiaires qu'on a pu accueillir aussi à l'occasion, ou toutes les personnes, voilà, tous les citoyens qui ont aussi apporté leur concours. Et c'était aussi une belle collaboration, je pense, une belle initiative entre notre association francophone et nos homologues néerlandophones. C'était vraiment très, très intéressant, évidemment, de pouvoir travailler ensemble
Et enfin, un point peut-être dans la collaboration, mais qui a été mentionné ici dans les aspects que je n'avais pas forcément mis en exergue, mais c'est évidemment ce rapprochement, ces échanges plus soutenus, j'ai envie de dire, comme le soulignait Thierry, entre les centres d'archives, les archivistes et les citoyens. Et peut-être que c'est un des enseignements positifs, si on veut voir le positif toujours dans ce genre de choses, de cette situation. Le second point, c'était un peu les réflexions sur l'archivistique. Alors, on a un petit peu moins parlé, ou en tout cas pas explicitement, mais c'est un peu entre les lignes. C'est qu'effectivement, il y a eu d'une part une mise en avant de nos pratiques, et je pense que beaucoup de témoignages ont rappelé ça en disant, effectivement, on ne connaissait pas ce métier d'archiviste. Ou en tout cas, on ne soupçonnait pas tous les besoins qu'il y avait ici derrière. Mais il y avait aussi, je trouve, une bonne réflexion, voire une bonne introspection de toutes les équipes, de tous les professionnels, les membres qui ont participé à ce projet pour pouvoir, par exemple, évidemment, produire du contenu, partager des expériences, partager du contenu. On a beaucoup discuté, je me souviens au début du projet, sur quelles métadonnées utiliser, comment décrire tel ou tel type de document, comment capturer, collecter des publications Facebook, des publications des réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment très, très enrichissant. Et c'est vraiment quelque chose qui tend à se développer et qui permet, je pense, à créer une sorte d'émulation au sein de la profession, des différents membres. Et donc, c'est vraiment très important. Le troisième point, évidemment, c'est le rôle de l'archiviste. Alors, on se rend compte, nous, je pense qu'en tant que professionnels, on a été tous conscients, plus ou moins, de notre importance, de l'importance du rôle des archives, mais on se rend compte aussi de plus en plus que dans la société, il y a une prise de conscience de cette importance, de la collecte, de la capture de ces traces, de ces moments, de ces instantanés. C'est vraiment très, très important. Alors, je voulais souligner, je pense que c'était M. Delmarque, je pense qu'il le mentionnait ici, il disait effectivement avant, ce qu'on collectait, c'était un petit peu par hasard. Oui et non, en fait. Et ça, c'est une nouvelle posture, alors, depuis quelques années, des archivistes qui a probablement été ici comment dire, amplifiée de manière un peu forcée. C'est que, évidemment, l'archiviste maintenant est beaucoup plus proactif. Et donc participe. Alors, il y avait déjà certaines initiatives locales, mais ici, on voit que tout le monde rentre dans cette démarche plutôt proactive de collecte, de capture de l'information. Et on sait que on va être de plus en plus amené en tant qu'archiviste à devoir faire ce genre de choses. Et donc, c'est très, très important ici. Et ce projet, ici, on était un bel exemple, et en tout cas, une belle première initiative, j'ai envie de dire, qui en appellera d'autres. Et enfin, le dernier point, peut-être, c'est le dernier mot-clé que je retirerai du projet jusqu'à présent, c'est le mot trace, évidemment, puisqu'on se rend compte en parallèle que toutes ces traces, il faut les collecter. Et on se rend compte qu'il y a un enjeu clair, un enjeu patrimonial, ça je pense qu'on y est tous sensibilisés, mais il y a aussi un enjeu démocratique et un enjeu évidemment de mémoriel, puisqu'on se rend compte que, on le mentionnait par exemple avec les autocollants, hein, c'est Thierry qui a été les prendre en photo, les autocollants, in fine, ces autocollants, peut-être que dans le passé, on les aurait jamais réussi à collecter. On aurait eu très peu de traces de cette activité, de cette voix qui s'exprimait de cette manière-là à ce moment-là. Donc, c'était assez important de bien recentrer sur notre rôle en tant qu'archiviste, de pouvoir capturer, collecter ces traces et pouvoir les préserver et les remettre en contexte, évidemment, pour les générations futures. Et ensuite, peut-être pour la slide suivante, s'il te plaît, Sarah, si tu veux bien, mais c'est l'idée, c'est un peu les perspectives, puisqu'on ne va pas s'arrêter là. Hein. On est arrivé à, je dirais, un beau milestone. On a travaillé pendant très longtemps. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont impliqués dans ce projet. On voit les résultats aujourd'hui qui sont vraiment très, très intéressants, très enrichissants, mais qui en appellent d'autres, qui appellent encore à aller plus loin. Et donc, effectivement, on réfléchit déjà au sein de l'association des archivistes. Et donc, si d'autres veulent nous rejoindre dans cette réflexion et dans ces projets, on réfléchit déjà évidemment à des nouvelles perspectives, notamment la couverture d'autres sujets de société. Hein. On a déjà évoqué, malheureusement, j'ai envie de dire, depuis quelques mois, en interne, la possibilité d'inclure et de capturer les traces, par exemple, des inondations qu'on a vécues en Belgique l'été dernier, parce que c'était de nouveau un événement de société d'une certaine ampleur et pour lequel il fallait pouvoir collecter, capturer ces informations. On a évidemment évoqué les crises géopolitiques. Bon, on en vit une malheureusement pour l'heure actuelle, mais voilà, c'est tous des sujets qu'on aimerait pouvoir traiter au niveau des archivistes, pouvoir aller collecter ou au moins identifier où sont les archives. Hein, notamment, on n'en parle pas ici, c'est pas vraiment le sujet, mais
on a déjà interpellé à plusieurs reprises les responsables politiques, notamment au niveau de la crise Covid, pour pouvoir se dire, tiens, où sont les archives de cabinet, parce qu'évidemment, dans quelques années, ça nous intéresserait de savoir comment ont été prises les décisions, hein, le fameux Codeco, qui a changé 3 ou 4 fois de nom, je pense, depuis 2 ans et demi. Donc voilà, comment a été pris tout ça, comment ces documents, ces décisions étaient documentées, étaient justifiées. Donc voilà, ça, c'est des choses évidemment qui nous intéressent et qu'on aimerait pouvoir inclure dans cette plateforme à moyen terme. Et que cette plateforme, alors qui s'appelle maintenant Archives de Quarantaine, mais qui du coup pourrait regrouper un ensemble de topics, de sujets généraux, puisse vraiment être un point d'entrée pour les chercheurs. Donc vraiment un point central, vraiment une sorte de catalogue commun pour la francophonie, qui devienne une sorte d'outil de recherche centralisé. Alors ici, je parle des chercheurs, mais c'est évidemment pour tous les citoyens, pour toutes les personnes intéressées par la question des archives. Et pourquoi ça nous semble important ici, je reprendrai peut-être un point que Lionel a mentionné dans sa préservation et dans son témoignage sur la collecte au niveau de l'IHES, c'est qu'effectivement, on se rend compte, il nous disait, chez nous, on n'a pas de quoi, entre guillemets, constituer un fonds. On a récupéré quelques photos, quelques éléments, quelques documents, un peu plic-ploc, comme ça, qu'on essaie de rassembler. Mais en fait, ce qui crée, in fine, ce fonds, c'est justement la mise en commun. C'est de pouvoir se dire que à l'échelle de notre petit territoire de la francophonie belge, mais en fait, mettre toutes ces informations, tous ces documents, toutes ces traces en commun, en perspective, permettent en fait de documenter de façon très générique. Et donc, ce genre d'initiative collective, je pense, a pas mal d'avenir. Et donc, nous, au sein de l'association des archivistes, on va continuer à pousser pour ce genre d'initiative, ce genre de projet, qui, je pense, sont vraiment très importants pour la préservation de la mémoire du monde, hein, comme je le disais dans un slide. Et je pense que ça fait plaisir à Roger Roberts qui est présent ici. Donc voilà, je termine sur ces quelques mots. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention, pour cette participation. Je vais peut-être redonner la parole et je vais les remercier aussi très personnellement à Clara et à Sarah pour toute la coordination autour du projet et pour l'organisation de ce vernissage qui, je pense, est vraiment un chouette événement. Donc, je remercie tout le monde et peut-être Sarah, si tu veux éventuellement conclure, ou Clara, pour lancer officiellement la mise en ligne de l'exposition virtuelle. Merci beaucoup, Florian, et merci à tous ceux qui sont intervenus et à tous ceux qui ont participé à ce vernissage. Donc, la mise en ligne officielle, c'est demain, le 18 mars. Donc, dès demain matin, nous partagerons l'exposition sur le site de l'AFB, sur les différents réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à partager l'exposition ou à partager un document particulier s'il y en a un que vous préférez, puisque vous allez maintenant aller pouvoir voir ça en détail. Et alors, effectivement, peut-être un message, comme ça a été dit, effectivement, l'exposition va continuer, enfin, peut continuer d'être alimentée. Donc, si en tant que centre d'archives ou en tant que citoyen, vous souhaitez aussi toujours contribuer à ce projet, c'est toujours possible. Donc, ça vit toujours. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter par mail si vous souhaitez nous déposer aussi des archives. Et puis, on verra dans quelle mesure on peut les intégrer dans l'exposition. Parce qu'évidemment, on a dû faire une sélection effectivement d'archives, puisque comme a dit Clara, effectivement, il y avait 3000 documents collectés. C'est impossible, évidemment, de tous les mettre en ligne. Mais ils sont en tout cas archivés par les centres d'archives. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette attention et ce moment d'échange autour des archives. Et donc, à bientôt et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci Bonne soirée. Merci tout le monde. Merci pour tout. Merci, bonne soirée.